Alors cet arrêt de la Cour du tribunal constitutionnel fédéral allemand, il est très intéressant parce que il part au fond d'un paradoxe, puisque la loi qui est soumise à sa censure et la loi qu'elle va donc invalider en partie, cette loi climat de décembre 2019, c'est une loi qui a été faite précisément pour lutter contre le changement climatique. C'est une loi qui est une loi de protection de l'environnement et l'objectif qui est annoncé, tout le monde est d'accord, c'est en tout cas un minimum nécessaire, réduire au-dessous de 2 degrés et si possible au-dessous de 1,5 degré, c'est-à-dire par rapport au niveau pré-industriel, les émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est pas inintéressant de partir d'un paradoxe parce qu'il me semble que ça a obligé le tribunal à être particulièrement explicite dans sa motivation. Particulièrement explicite parce que, au fond, la raison de l'invalidation partielle, c'est le fait que, ce n'est pas le contenu même de la loi, mais c'est le fait que la loi retarde la mise en œuvre des principes et des règles qu'elle pose à une échéance qui est 2030. Et pour atteindre cet objectif, eh bien, il faudra, l'objectif est d'autant plus, difficile à atteindre qu'on éloigne l'échéance à 2030. Il faudra rattraper donc tout ce qui aura été fait entre 2021 et 2030, entre 2019, la date de la loi, et 2030. Et il y a un passage de l'arrêt qui est intéressant, qui dit que plus on retarde la mise en œuvre, plus les obligations futures seront lourdes, parce que pour arriver à réduire les émissions, il faudra pratiquement mettre en cause, réduire, sinon abroger, du moins réduire, potentiellement toute forme de liberté, étant donné qu'actuellement presque toutes les activités humaines génèrent encore des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en retardant la mise en œuvre, on retarde pour mieux sauter en quelque sorte. On menace les générations futures de se voir imposer des restrictions particulièrement sévères après 2030. Et là, on voit apparaître dans le raisonnement des juges, alors malheureusement, je ne lis pas l'allemand directement, donc j'ai travaillé à partir de la traduction encore provisoire de la décision. J'espère qu'il n'y a pas eu d'impropriété, j'ai pas mal interprété. En tout cas, ce qui m'a paru, c'est intéressant aussi, c'est que la Cour, le tribunal réintroduit à cette occasion le principe de précaution en disant le législateur aurait dû prendre des mesures de précaution destinées à préserver la liberté protégée par les droits fondamentaux et atténuer ces charges considérables. Alors, au fond, ce que fait la loi allemande de 2019, c'est tracer une trajectoire. Mais l'ajustement de la trajectoire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ne suffit pas, n'est pas assez précis. Finalement, au fond, ce qu'on reproche au législateur, ce n'est pas la trajectoire elle-même telle qu'elle est tracée, mais ce sont des ajustements imprécis. Le législateur est tenu d'ici au 31 décembre 2022, ça c'est la décision telle qu'elle vient d'être prise, le législateur sera donc tenu d'ici à la fin 2022 de régler plus précisément l'ajustement des objectifs de réduction de gaz. Donc c'est assez subtil comme motif d'invalidation partielle. Il s'agit d'être précis dans l'ajustement des objectifs de réduction. Alors pour décider cette invalidation partielle de la loi climat, le tribunal constitutionnel est amené à reconnaître des choses qui me paraissent très importantes, à la fois pour le changement climatique, mais plus largement pour le droit de l'environnement. Parce qu'il reconnaît que le climat et le réchauffement de la planète constituent des phénomènes mondiaux
et que dès lors, les problèmes causés par le changement climatique ne pourront être résolus par l'action d'un seul État. Autrement dit, sans employer le terme, mais qu'il emploie par ailleurs dans une autre partie de la décision, le juge allemand, sans employer l'expression, mais il reconnaît une sorte de constat d'interdépendance. Nous sommes devenus interdépendants. Nous sommes devenus interdépendants. Les problèmes causés par le changement climatique ne pourront être résolus par l'action d'un seul État. Ça veut dire chose de très important. Même un État tout puissant, l'Allemagne est une puissance, mais peut-être pas la plus puissante du monde, même un État tout puissant, que ce soit la Chine ou les États-Unis, ne peut pas seul faire face à ce phénomène global. Et derrière phénomène global, on peut mettre d'autres exemples. On peut mettre la pandémie, on peut mettre l'immigration, on peut mettre des quantités d'exemples des défis actuels de société. Donc, reconnaître que les États sont devenus interdépendants, c'est très important pour faire avancer la mise en œuvre concrète du droit international. La reconnaissance de l'interdépendance, en outre, conduit, je dirais logiquement et inéluctablement, même si les États ne veulent pas le reconnaître, à poser un principe de solidarité. Si nous sommes tous interdépendants, ça veut dire que nous serons sauvés ensemble ou nous coulerons ensemble. L'avenir, le destin sera le même. Autrement dit, il s'agit au fond de lancer quelque chose comme un mouvement destiné à anticiper sur le destin de notre planète et le destin de notre espèce, le destin de l'humanité. Alors, dans cette perspective de solidarité qui me paraît un mot devenu de plus en plus important, eh bien, je dirais que cette solidarité telle qu'elle est formulée par la décision dont nous parlons, c'est une solidarité peut-être à deux visages. Je me demande même s'il n'y a pas un troisième visage tout à fait à la fin de la décision. Deux visages parce que d'une part, c'est une solidarité dans l'espace, elle est transnationale, le territoire national devient un espace planétaire, c'est précisément le concept de globalisation de la responsabilité. Et puis elle a un deuxième visage, et c'est celui qui nous intéresse encore plus directement aujourd'hui, la solidarité transtemporelle, la solidarité au bénéfice des générations futures. Plus exactement, la solidarité entre les générations présentes et les générations futures. Et là, c'est une sorte de processus d'anticipation. Alors, peut-être y a-t-il à l'horizon une troisième forme de solidarité qui serait en quelque sorte la solidarité du point de vue des fondements anthropologiques, qu'on pourrait appeler une solidarité transespèce. C'est la solidarité étendue du vivant humain au vivant non humain. Et ça, c'est légèrement ça affleure légèrement à la fin de la décision. Alors, le premier visage, il est très visible, une solidarité transnationale parce qu'il y a extension de l'espace dans lequel se produisent les changements climatiques. C'est d'ailleurs la loi fondamentale allemande elle-même qui impose à l'État de rechercher une solution au problème du changement climatique, en particulier à l'échelon supraétatique. Et il y a une phrase qui me paraît forte dans la décision, c'est que l'État ne saurait se dégager de sa responsabilité en soulignant les émissions de gaz produites par d'autres États. Ce n'est pas parce que d'autres ont fait et n'ont pas réduit que c'est un fait justificatif pour l'État. Bien au contraire du fait que l'État dépend en la matière spécifiquement de la communauté internationale, il dépend, c'est-à-dire il n'a plus cette autonomie parfaite dont on rêve quand on est souverainiste. Ça n'est plus la souveraineté solitaire, il dépend de la communauté internationale. Il en découle une nécessité constitutionnelle de prendre réellement ses propres mesures, même si les voisins n'en font pas autant, tant pis, il est engagé déjà, le devoir existe,
et d'autre part, devoir de s'abstenir d'actions susceptibles d'inciter d'autres États à miner une coopération nécessaire. Donc ça, c'est une solidarité qui est intéressante au passage parce que ça n'est plus la conception traditionnelle de l'État souverain solitaire, je le disais il y a un instant, mais c'est une souveraineté solidaire. Et on voit apparaître une sorte de métamorphose en filigrane de la notion même de souveraineté nationale. Les États ne sont pas seuls, ils ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent chez eux. Charbonnier est maître chez lui, ça c'est une formule qui date des années 30 et qu'on n'a pas envie de voir revenir. Mais en revanche, les États sont solidaires et leur souveraineté est solidaire, même si on prétend pouvoir continuer à traiter un État et sa population comme souverain solitaire. Alors, cela étant, la solidarité transnationale n'est pas appliquée dans l'arrêt, dans la décision, à des personnes puisque la question avait été posée et elle n'a pas répondu, le tribunal n'a pas répondu à la question de savoir s'il fallait protéger aussi les requérants vivant au Bangladesh et au Népal. Est-ce que les requérants venus d'autres parties du monde pouvaient saisir de la même plainte ou d'une plainte parallèle le tribunal constitutionnel? Là, on l'a écarté. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant dans la décision, c'est ce dont on a déjà amplement parlé avant que j'intervienne, c'est le deuxième visage, cette solidarité transtemporelle, cette extension dans le temps. Et là encore, il y a des passages qui me paraissent très forts, comme celui-ci. Il n'est pas tolérable de permettre à une certaine génération d'épuiser la majeure partie du budget résiduel de CO2 en ne réduisant les émissions que de façon relativement modérée. Ce n'est pas tolérable si une telle approche a pour effet de faire porter aux générations qui suivent un fardeau écrasant et de confronter ces dernières à une vaste perte de leur liberté. Et ce lien entre la réduction des émissions et les pertes de liberté est quelque chose de très important dans la décision. À l'avenir, même des pertes graves de liberté seront susceptibles d'être justifiées au regard du principe de proportionnalité et du droit constitutionnel en vue de lutter contre le changement climatique. C'est très important cette phrase parce qu'elle ne peut pas ne pas éveiller une sorte de comparaison avec ce que nous voyons dans la lutte contre un autre fléau mondial qui est la pandémie. Et on voit très bien comment les valeurs s'affrontent dans un cas de ce genre pour protéger la sécurité, la vie, l'intégrité physique. Est-ce qu'on peut renoncer à toutes les libertés, quelles qu'elles soient? Et si on applique le principe de proportionnalité, comment fonctionne-t-il? Quels sont les critères de proportionnalité? Tout cela reste assez confus à l'heure actuelle. Étant donné que alors, la Cour allemande, le Conseil allemand n'élude pas la question des conflits de valeurs. Il y a un passage que je trouve intéressant et en même temps inquiétant parce que la réponse n'est pas évidente. L'objectif de la lutte contre le changement climatique ne bénéficie pas d'une primauté absolue par rapport à tous les autres intérêts en jeu. Donc il n'y a pas une sorte de hiérarchie au sommet de laquelle serait placée la lutte contre le changement climatique. Mais cet objectif doit, en cas de conflit, être concilié avec d'autres droits et principes protégés par la Constitution. Étant donné en l'état actuel des connaissances le caractère irréversible, nous y voilà, du changement climatique, toute activité susceptible de conduire à un dépassement du seuil de température déterminant ne pourra être justifiée que lorsque des conditions strictes sont remplies, par exemple la protection des droits fondamentaux. Donc on voit ici poindre la nécessité d'une mise en balance afin de mettre en œuvre le principe de proportionnalité. Plus le changement climatique progresse, plus l'importance relative de la lutte contre le changement climatique continuera
à légitimer au nom du droit de l'homme à la vie et à la sécurité, voire à la santé, la violation d'autres droits fondamentaux. Donc il y a une sorte de difficile conflit qui est sous-jacent à cette montée en puissance des objectifs de sécurité au détriment, mais peut-être faut-il en passer par là, en tout cas c'est un changement considérable, peut-être un changement de paradigme, une vision différente de l'humanisme en tout cas, qui pointe à l'horizon. Et si on compare avec ce qu'on observe à l'heure actuelle à propos de la pandémie, on ne peut pas ne pas se poser des questions. Le juge allemand dit pratiquement toute liberté garantie par les droits fondamentaux est menacée par cette situation. C'est pourquoi alors, et ensuite il retombe sur ses pieds, c'est-à-dire sur l'idée qu'il faudra une invalidation partielle de la loi parce que le législateur aurait dû prévoir des mesures destinées à assurer un passage à la neutralité climatique plus en douceur et en ménageant par conséquent mieux les libertés. Alors, il y a une dernière question que j'aimerais évoquer. J'ai parlé tout à l'heure du troisième visage de la solidarité. Est-ce qu'il n'y a pas déjà l'ébauche de quelque chose qui pourrait amener à une solidarité transespèce avec une extension des fondements anthropologiques du monde vivant humain à l'ensemble du monde vivant, humain et non humain? Parce qu'il y a un point commun avec les générations futures, entre le vivant non humain et l'humain non présent, l'humain de demain, c'est l'absence de réciprocité. On n'en a pas parlé, mais c'est un point qui était très présent, je me souviens, dans la thèse d'Émilie, cette question de l'absence des droits sans réciprocité. Et c'est ça qui amène à raisonner en termes de devoir, parce que le devoir n'implique pas forcément la réciprocité. Alors, le tribunal allemand n'en parle pas, mais il me semble qu'il en trouve une petite fenêtre quand il dit le devoir de protection objectif formulé par l'article 20 de la loi fondamentale va de pair avec l'impératif de prendre soin des fondements naturels de la vie, les fondements naturels de la vie, d'une manière qui permette de les léguer aux générations futures dans un état qui laisse à ces dernières un choix autre que celui de l'austérité radicale si elles veulent continuer à préserver ces fondements. Donc j'en arrive à des remarques en guise de conclusion. Je dirais qu'en suggérant 2 ou 3 visages de la solidarité planétaire, la décision dont nous discutons montre l'ampleur de la transition en cours entre les différentes visions de l'humanisme. Car au fond, là, on sort de l'humanisme des Lumières. L'humanisme des Lumières, c'est l'individu émancipé, c'est l'apparition des droits de l'homme au sens traditionnel du terme, la liberté, l'égalité, la dignité pas si traditionnelle que ça, il a fallu attendre 1948, les autres un peu plus anciens. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister à l'apparition d'un humanisme des interdépendances? Alors on retrouve la solidarité transnationale, la solidarité transgénérationnelle et peut-être la solidarité entre humains et non humains à l'échelle de l'écosystème. Il me semble que c'est la question qu'on peut se poser et c'est là qu'il y aurait une sorte de changement de paradigme en termes de conception même de l'humanisme. Alors pour conclure, je ferai simplement 2 remarques, 2 mots qui me sont venus à l'esprit pendant que je vous écoutais. D'une part, le mot créativité, je l'ai dit tout à l'heure, et j'y reviens en conclusion, ne serait-ce qu'à travers cette apparition d'une souveraineté solidaire, il y a une métamorphose en cours, même si beaucoup de dirigeants refusent de le voir, parce qu'il y a aussi un déni de réalité, mais il y a bel et bien une métamorphose en cours de la notion de souveraineté. Mais cette métamorphose, elle est d'une complexité
immense et on l'a vu à travers les différents débats que nous avons eus, différents exposés que nous avons entendus. La complexité est immense, qu'il s'agisse des acteurs, ce ne sont pas forcément les acteurs dont on attend qu'ils agissent, qui vont mettre en branle, qui vont mettre en mouvement l'organisation mondiale en ces domaines, l'organisation, une sorte d'ordre ou d'harmonie à l'échelle mondiale. Les acteurs les plus efficaces, ce ne sont pas les juges internationaux, en l'occurrence, ce sont les juges nationaux, ce n'est pas eux qu'on attendait en première ligne. Les acteurs les plus efficaces, ce sont aussi les acteurs de la société civile, mais au sens de acteurs civiques, les citoyens, les organisations non gouvernementales, même les citoyens groupés provisoirement en réseaux horizontaux, par exemple. Donc, les acteurs ne sont pas forcément ceux que l'on attend. Il y a une montée en puissance aussi des acteurs scientifiques, le rôle des experts qui devient de plus en plus visible et présent. Donc, la complexité fait que l'imprévisible, on va terminer là-dessus, l'imprévisible, l'inattendu et encore plus l'inespéré sont difficiles à retrouver, mais ils restent toujours à l'horizon. Et je suis très contente que ce soit Germain qui m'ait offert l'occasion d'en dire un mot ce soir à tous mes amis ici présents et aux auditeurs que je ne vois pas, mais que j'imagine. Merci, Émilie.